Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Joris sur le podcast Story Travaux. Salut Joris. Salut Alexia, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec Joris, on se connaît depuis déjà quelques années. On s'est rencontrés à un séminaire sur l'immobilier. Et depuis, finalement, on s'est toujours un peu croisés à pas mal d'événements. Et maintenant, on travaille même ensemble. Qui l'eût cru, hein. Du coup, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un peu ton parcours, ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui? Ok, alors je vais essayer de le faire en résumé et on abordera certains sujets. Donc j'ai 35 ans, je suis toulousain d'origine et à la base je suis diplômé ingénieur chimiste. Donc j'ai commencé à travailler en 2012 sur des projets pétroliers un petit peu partout dans le monde. Et en 2018, je suis rentré en France et c'est là où j'ai découvert un peu l'investissement immobilier de par mes parents, surtout mon père qui en faisait un petit peu de son côté et par des vidéos YouTube parce que ça commençait à arriver et donc on s'intéresse. Et donc à partir de 2019, je me suis dit avec mes parents, ok, on n'a qu'à tester, on n'a qu'à se lancer et voir un peu ce que ça donne. En 3 ans, donc 2019-2022, on a fait un peu plus de 35 biens immobiliers à distance, on en parlera. Et en 2022, du coup, grâce à l'investissement immobilier, qui était devenu finalement un peu plus une passion que le job que j'avais, qui était quand même très intéressant à la base, j'ai pu quitter mon job sur Paris. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire du marchand de biens, donc achat-revente. Et j'ai ouvert Meraxia, donc, qui est une société d'accompagnement sur l'investissement immobilier locatif en mode coaching, mentorat. Et aujourd'hui, je crois qu'on a acheté à peu près un peu plus d'une 50aine de biens immobiliers, un petit peu de tout, immeubles, locaux commerciaux, l'achat-revente. Et la particularité, c'est qu'on a pour objectif final que vraiment l'immobilier soit un facteur de liberté de temps et géographique. Et donc, dès le début, j'essaie de mettre en place des choses qui me permettent de pouvoir maximum tout gérer à distance. Ok, génial, un très très beau parcours, hyper efficace et productif. Et du coup, justement, par rapport à ça, je sais que tu avais un job où tu as fait pas mal de gestion de projet et que du coup, tu as un peu transposé ces compétences-là professionnelles finalement à tes investissements personnels. C'est ça. En fait, mon rôle, donc on gérait des projets pétroliers qui étaient la construction de plateformes, la pose de pipeline en mer, donc vraiment l'opérationnel des projets pour les grands groupes. Et à la base, en fait, c'était des projets donc entre 500 millions et 3 milliards, donc très très gros projets. Chaque décision pouvait coûter très cher dans un sens comme dans l'autre, donc énormément de rigueur à ce moment-là. Et mon rôle, c'était un petit peu le bras droit du chef de projet, donc toute la partie finance, planning. Sur le côté un peu technique, on avait des ingénieurs techniques qui géraient cette partie-là, mais vraiment, comme tu dis, toute gestion de projet. Et comme ces projets qui durent entre 1 an, 3 ans, et à distance, on a des équipes partout dans le monde, on devait faire en sorte finalement de pouvoir récupérer les infos, de pouvoir manager les équipes, un peu tout à distance. Et l'objectif final, c'est que le projet aille jusqu'au bout en respectant les délais, les temps, l'argent, les budgets. Et donc, c'était hyper intéressant parce que on travaille avec des gens très très smart. Oui. À l'époque, je me rappelle des chefs de projet et c'était hyper inspirant. Génial. Et du coup, par rapport à tout ça, c'est vrai que tu as développé la rigueur, les process, la planification. Est-ce qu'il y a des outils peut-être que tu utilisais dans ton job que tu utilises aujourd'hui dans les projets ou pas forcément? Alors, je suis un grand fan d'Excel. Okay. Où à la base, je suis sorti d'école, on avait utilisé un petit peu Excel et puis les premiers jobs, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, je n'utilisais pas vraiment Excel et tout ce qu'on pouvait utiliser sur Excel. Et donc même si on était une très grosse boîte à gérer des projets à 3 milliards, je me rappelle quand je vivais au Nigeria, on gérait un projet le plus gros projet de la boîte, plus de 3 milliards et toutes les lignes finances étaient sur un Excel en fait. Et c'était impressionnant et donc en fait on devait servir de toute la data, finalement toutes les infos, pour ensuite en faire des sortes de tableaux de bord, prise de décision. Et c'est vraiment ça que j'utilise, donc l'outil Excel, mais surtout la façon de l'utiliser, qui était de me dire, je donne au chef de projet juste les indicateurs nécessaires pour que lui, en moins de 5 minutes, puisse prendre une décision sans avoir à les fouiller du pourquoi, du comment. Et donc, c'était vraiment arriver à rassembler beaucoup de data, quelque chose de simple et efficace.
Ok, donc finalement c'est quelque chose que tu fais aujourd'hui sur le suivi par exemple de tes projets d'investissement. C'est ça. On a essayé vraiment, puisqu'on travaille à plusieurs avec mes parents, on a essayé vraiment de mettre en place des outils qui nous permettent, que ce soit moi ou eux, que ce soit sur les travaux, la gestion locative ou même la partie acquisition des biens, de pouvoir regrouper les informations au même endroit, donc savoir où est l'information, mais surtout de pouvoir prendre des décisions. Parce qu'en fait, et dans tout, on pourra parler partie business aussi un petit peu après, c'est que si on ne sait pas où ça en est ou comment c'est en train d'être dirigé, ben c'est très difficile de pouvoir prendre une décision, notamment en termes de budget, travaux, de dire ah ben tiens, là on a un dépassement, est-ce qu'on peut l'absorber, est-ce qu'on peut l'accepter ou pas. Mais en fait, si on a concrètement le tableau de suivi des travaux, on sait si on peut rajouter cette ligne. Ouais, bien sûr, c'est sûr que effectivement au niveau des travaux, il faut savoir se prononcer aussi assez vite pour que le chantier avance, pour pouvoir anticiper finalement tout le projet derrière. Et par rapport à ça, justement, au niveau des différents projets d'investissement que tu as réalisés avec tes parents, est-ce que la plupart sont avec travaux ou est-ce que justement t'évites un peu les travaux, en tout cas les gros travaux, j'imagine. Voilà, c'est vrai que quand on fait beaucoup de travaux structurels, par exemple, ça prend du temps, donc ça ralentit aussi sur la croissance des investissements. Donc, comment justement t'as fait par rapport à ton patrimoine là-dessus? Est-ce que c'est systématique de faire des travaux sur les projets ou est-ce que tu les évites? Alors, honnêtement, au début, on n'avait pas forcément de stratégie. C'était un peu, on voyait des biens intéressants, on regardait les chiffres, on disait oui, non, on y va, etc. Et en fait, finalement, quelque chose que j'avais j'avais pas forcément conscience au début, maintenant j'en ai, c'était les 2-3 premiers projets, à peu près, on n'avait quasiment pas de travaux, un coup de peinture, un truc comme ça. Et avec le recul, j'avais quand même refait pareil. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis d'enchaîner rapidement, de mettre en location rapidement, que la banque nous fasse confiance. Pour donner un exemple, quand on s'est lancé en 2019, on a fait 5 immeubles en 6 mois. Et dans les 5 immeubles, les 3 premiers, il y avait un coup de peinture. C'était en plus des appartements qui étaient proches de la fac, donc pour des étudiants. Et on les a achetés en mai, en juillet, ils étaient prêts, en août, ils étaient loués. Et c'était terminé. Donc quand la banque, on retournait la voir en septembre et en novembre, on dit, ça y est, ça tourne. Il y a en plus un bilan positif sur les appartements. Et là, par contre, après, on a trouvé des biens qui étaient avec plus de travaux, sans forcément les chercher. Mais nous, on est vraiment dans une psychologie de dire, on regarde ce qu'il y a, on fait une analyse entre combien ça coûte, achat, travaux, notaire, et combien ça vaut sur le prix de marché finalement. Si ça rentre dans les chiffres, après les travaux, c'est plus une analyse de risque. Comme tu le dis, il y a plusieurs niveaux de travaux. Bon, rafraîchissement de peinture, ça, il n'y avait pas de souci. On a commencé à passer sur vraiment des rénovations complètes d'appartements, cuisine, salle d'eau, électricité, plomberie. Donc, plus de temps, plus de maîtrise technique aussi. C'est pas les mêmes types d'artisans non plus auxquels tu fais appel. Plus de contrôle, plus d'erreurs aussi et plus d'apprentissage. Bien sûr. Et après, honnêtement, je le réfléchis aussi en parallèle. On n'est jamais monté après des très gros travaux structurels. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément ma maîtrise. Et surtout, quand on est dans des villes, nous, pour l'investissement locatif, à moins de 2000, 2500 euros du mètre carré, dès que tu fais des travaux très structurels, malheureusement, ça coûte très cher. Et en fait, même si le rendement peut être intéressant, à la fin, notre prix de revient, il aurait été explosé par rapport au prix de marché. Et donc, on aurait détenu un bien qui vaut moins cher que ce que ça nous a coûté. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de difficultés au début sur Perpignan. Moi, j'investis beaucoup à Perpignan quand les prix de revient étaient un prix de marché à 1500 euros du mètre. Faire des travaux même de rénovation intérieure, il faut bien maîtriser les coûts parce que tu peux rapidement dépasser le prix de marché. Ouais, ça va très vite. Effectivement, nous, c'est un peu ce qu'on a vécu avec certains de nos projets, n'est-ce pas ? On a eu pas mal d'imprévus, notamment structurels, et qui font que du coup, forcément, en termes de prix de revient par rapport au prix du marché, pour l'instant, on peut pas se permettre de revendre exactement tout de suite. Donc, heureusement, on a investi dans une ville qui prend quand même en valeur. Donc, on va dire que c'est un peu le truc qui nous sauve. Mais effectivement, je pense que c'est une bonne stratégie de commencer par des projets où on n'a pas trop de travaux pour pouvoir, comme tu le dis, enchaîner et après un petit peu monter, on va dire, en difficulté et complexité, tout en faisant attention au marché dans lequel on investit parce que aujourd'hui, les travaux coûtent très cher.
Donc ça s'est un peu enflammé au niveau des matériaux, de la main-d'œuvre, parce qu'on a le Covid, la guerre en Ukraine qui sont passés par là. Donc effectivement, c'est important de maîtriser ses coûts, parce que quand on est investisseur, forcément, on va quand même chercher la rentabilité et la valorisation des projets, quoi. Et donc, en termes de automatisation et process, si on prend par exemple un projet à rénover, quels vont être tes process du coup du début jusqu'à la fin? Alors, on s'est rendu compte en fait sur les premiers projets, moi ma réflexion surtout c'est à chaque fois qu'on fait une erreur ou quelque chose qu'on s'est rendu compte qu'on aurait pu mieux faire, c'est comment l'implémenter pour les prochains projets. Et en fait, on s'est rendu compte, et c'est pareil pour tout, que ce qui posait le plus de problèmes, ce qui coûtait le plus cher ou qui nous prenait le plus d'urgence pendant l'opération, pendant que les travaux par exemple étaient en cours, c'était le manque de préparation. Soit nous, notre côté, on n'avait pas forcément préparé, on l'avait peut-être mal communiqué aussi aux équipes sur place. Et donc quand tu arrives, comme tu le dis, où on te dit tiens, il y a ça, la prise, je la mets où, à droite, à gauche, etc. Et que tu es dans l'urgence, ou mince, on a oublié de compter les plaintes, on a oublié de compter ça. Souvent, ça coûte plus cher parce que il faut savoir qu'une fois que l'artisan il a le chantier, tout supplément, comme par hasard, pour la même ligne, le même type de travaux, coûte plus cher parce qu'il sait qu'il va avoir le chantier jusqu'au bout. Et deuxième, tu es dans l'urgence et donc toute prise de décision dans l'urgence n'est pas forcément la meilleure. Donc aujourd'hui, on part vraiment de la partie recherche de biens. Je trouve un bien qui me paraît intéressant, notamment sur des immeubles. Je n'ai aucun intérêt d'aller me déplacer sans artisan. Pourquoi ? Parce que même si je sais estimer des rénovations à peu près aujourd'hui, même à l'expérience que j'ai, je ne suis pas un expert structure. Et le plus gros risque quand on achète un immeuble, c'est vraiment le côté plancher, toiture, façade, etc. Et donc au maximum, j'essaie, alors moi je visite plus aujourd'hui, mais je serais allé visiter avec un artisan, pas forcément celui avec qui je vais faire les travaux derrière parce que c'est très difficile d'avoir des gens disponibles aussi, mais quelqu'un qui soit un peu tout corps d'état, qui puisse me donner son avis sur ah attention, le plancher là, il y a quelques doutes, il faudrait peut-être aller vérifier, etc. Qui est un deuxième œil de point de vigilance, plutôt vraiment expertise, et moi en parallèle aussi avec l'agent IMO. Ça c'est la première étape, et d'avoir grâce à ça une estimation, ce que j'appelle plutôt un ordre de grandeur à plus ou moins 10-15% des travaux pour que rapidement, dans les 48 heures, je puisse prendre une décision si ok, go, j'y vais pas par des problèmes, ou à quel prix du coup je dois acheter par rapport aux travaux qui vont être nécessaires. Mais je demande surtout pas à l'artisan de me faire un devis. Ça, je ne comprends pas les gens qui demandent de faire des devis, surtout sur des immeubles, qui vont demander 3 semaines à l'artisan. Ils détestent ça avec le détail, alors que je sais même pas le type de matériaux que je vais mettre, je sais même pas le receveur, la cabine de douche, la cuisine, etc. Le but à ce moment-là, c'est que aussi bien l'artisan gagne du temps que moi pour pouvoir prendre une décision rapidement. Et par contre, une fois que mon offre elle a été acceptée, et donc on s'est mis d'accord avec l'acheteur, là, on revient dans un deuxième temps avec l'artisan, poser, faire un devis un petit peu plus détaillé qui va me permettre aussi bien d'aller monter mon dossier bancaire à ce moment-là que de me rassurer, d'être sûr que si j'avais estimé à 100 000, je suis entre 90 et 110, c'est pas déconnant, mais qu'on ne découvre pas là quelque chose qui soit à 120 ou à 130 000 derrière. Et au pire, si c'est 120, 130, une offre d'achat ne m'engage pas, je peux toujours ressortir. Ça, c'est l'étape pré-acquisition. Une fois qu'après on arrive avec la banque, etc., un mois à peu près avant, une fois que la banque valide le financement à peu près, là on repasse avec l'artisan et on se pose vraiment sur tous les métraits, sur le type de matériaux, le type de receveur, etc. En mode, une fois qu'on s'est dit ok, qu'on a signé, il n'y a plus rien qui change. Vraiment la prise, l'emplacement exact, on a tout réfléchi, etc. Petite subtilité, c'est qu'au moment où il démarre, on va faire toute la démol, le curage, etc. Et là, potentiellement, on va peut-être remettre à jour certaines choses, parce qu'on le sait dans la réno, on va tomber un mur, on dit « Ah, c'est comme ça, peut-être qu'il faut refaire la plomberie, parce qu'on pensait que c'était à peu près correct, on va le refaire. » Mais ça va être du 3-4%, il ne va pas y avoir des gros écarts. Et donc, le fait de vraiment cadrer avec les plans, avec l'emplacement des prises, avec le type de carrelage que tu veux, etc. Mais du coup, derrière, l'artisan, il est aligné. Il sait que il va pas devoir rajouter des choses en plus, que c'est lui qui a pris en compte que s'il faisait démolition du mur, il allait devoir refaire le rattrapage au niveau des plafonds, des choses comme ça. Donc c'est à lui de tout nous donner. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est
lancé. Lui, il est autonome et il va pas nous demander tous les 3 jours, en fait, où est-ce que je mets la prise, où est-ce que la cuisine, l'évier, il est où, etc. par rapport à mes arrivées, mes évacuations d'eau. Et finalement, tout ce que nous, à la base, on gérait en urgence de prise de décision rapide, on a éliminé 80-90%. Et là, après notre rôle, finalement, c'est juste chef de projet. Et donc, on a des tableaux de suivi financier, tableaux de suivi d'avancement physique. Et pour savoir, en gros, dire, tout le devis, moi, je le passe sous Excel. Et je regarde, par exemple, il y a la ligne peinture, la ligne carrelage, etc. Je sépare toujours les matériaux de la main-d'œuvre. Parce que si demain, on se dit finalement, mince, il y a tel matériau, on peut l'avoir moins cher, combien ça fait baisser le devis? Parce que si on s'est mélangé, on ne sait pas qu'est-ce qui est matériau, qu'est-ce qui est main-d'œuvre, ou même d'acheter nous-mêmes des matériaux. Des fois, on veut faire baisser le devis, on va peut-être acheter les matériaux, les fournir à l'artisan. Et ça me permet aussi de dire, ah tiens, il a commandé le carrelage, il a commandé le receveur, la ligne, elle était à 1 300 €, mais je sais que le travail effectué est de 1 300 €. Et comme ça, quand on doit payer au fur et à mesure le chantier, on sait la valeur financière de ce qu'il a réalisé en termes de travail physique. Et surtout, l'idée, c'est de ne jamais payer plus que ce qu'il a réalisé. Donc ça permet d'avoir un vrai suivi financier. Et sur le suivi technique, nous, ce qu'on fait en termes de process, c'est qu'on fait un groupe WhatsApp avec mon père, l'artisan et moi. Pourquoi ? Parce que déjà, ça évite les communications où l'artisan va parler avec mon père, moi je vais parler à l'artisan, je vais parler avec mon père, et on perd l'info, etc. Donc c'est pas évident, la rigueur au niveau des artisans. Oui, c'est clair. C'est le plus difficile d'imposer des outils, d'imposer des choses, etc. Mais c'est leur faire comprendre qu'en fait, derrière, ils vont être libres, entre guillemets. Moi, vraiment, ce que je vends à l'artisan, c'est lui dire qu'en fait, une fois qu'on a signé ensemble, il va même pas me voir et il va même pas m'entendre, entre guillemets. Lui, il avance, il suit son truc. Et si c'est sérieux, c'est cool, on va pouvoir faire d'autres projets ensemble. Donc nous, ce qu'on demande, c'est sur WhatsApp, en fin de semaine, en général, vendredi, il nous envoie une vidéo de ce qui a été fait la semaine et une petite planning de 3-4 lignes de ce qu'il va faire la semaine d'après. S'il y a un problème, en général, il nous envoie un petit WhatsApp en disant « Tiens, j'ai découvert ça, voici les solutions ». Mais dans l'idée, c'est que chaque semaine, on puisse suivre l'avancée, ce qui va nous permettre de rapidement anticiper s'il y a du retard, des déviations et pouvoir un peu prendre le relais. Ok, ça marche. Donc effectivement, en gros, tu utilises Excel pour le suivi financier et le suivi d'avancement du chantier. Ouais. Parce que bon, ça c'est clair que c'est quelque chose, je pense que j'ai déjà raconté, peut-être pas sur le podcast, mais nous typiquement, on avait fait confiance à un entrepreneur. On a fait un deuxième chantier avec lui. Il nous a demandé 50% d'acompte. On a dit oui parce qu'on faisait confiance. Mais c'est clairement le truc à éviter. Je pense qu'effectivement, il y a toujours un acompte à faire, un petit acompte, pour commencer à commander les premiers matériaux, etc. Mais après, le plus simple, c'est clairement une facturation à l'avancement, peut-être toutes les semaines, quelque chose comme ça, ou ça oui, dépend. En fonction de la durée du chantier. Moi, l'acompte, en gros, on va être, comme tu dis, entre 20 et 30%, mais beaucoup dépendant des matériaux. Parce que si je fournis tous les matériaux, en fait, si tu veux se demander à quoi va servir l'acompte, faut pas que ça serve à payer le chantier d'avant qu'il est en train de terminer, c'est le plus important. Mais c'est se dire, ok, moi je serais d'avis de dire 20% pour lancer la main d'œuvre, etc. Et lui, il a toujours acheté un peu de placo, les petits tuyaux, etc. Ça, c'est lui qui fournit. Donc nous, on fournit le matériau, carrelage, parquet. Par contre, dès que lui, va acheter le carrelage, le parquet, etc. Même moi, ce que je fais, c'est que je regarde combien ça coûte, entre guillemets, en disant, ok, si tu commandes ça, est-ce que ça représente 10% du chantier ou 50%? Et tu parlais de 50% d'acompte. Un point important sur les immeubles, c'est, on l'a sur un élève en ce moment, l'artisan demandait 30%, mais 30% sur les 10 appartements de l'immeuble. Et alors qu'il va commencer par les 3 appartements du dernier étage. Donc pensez aussi sur les immeubles, sur l'acompte. Donnez pas forcément l'acompte global du devis, si l'artisan ne travaille pas sur tous les appartements, il n'a pas les équipes pour travailler sur tous les appartements d'un coup. Ouais, je suis d'accord que clairement sur l'immeuble, je pense que c'est forcément là où on va avoir le plus de risques en termes de travaux. Et c'est clair qu'il faut mettre à plat tous les éléments avec les artisans, distinguer bien la main-d'œuvre de la fourniture pour savoir où on va. Et souvent d'ailleurs, c'est là où on va gagner finalement, c'est dans le choix des matériaux. Parce que les artisans ont l'habitude de bosser avec certains fournisseurs sur des matériaux qui sont parfois un peu chers parce que assez professionnels, mais au final,
Dans des grandes enseignes, on peut trouver des matériaux qui présentent un très bon rapport qualité-prix et on peut gagner là-dessus quand on choisit nous-mêmes. Donc moi, c'est clairement ce que je recommande. Et c'est aussi comme ça que nous, on a pu quand même optimiser nos coûts par rapport à nos différents chantiers. Donc voilà là-dessus. Et du coup après au niveau du groupe WhatsApp, ça fonctionne assez bien. Enfin je veux dire l'artisan, t'as pas forcément besoin de le relancer sur les photos, il t'envoie. C'est là où tu vois la différence sur les artisans. On essaie vraiment d'appuyer dessus et en fait faut se dire de toute façon c'est une relation gagnant-gagnant et donc l'idée c'est pas de dire je t'impose ça mais plutôt lui expliquer qu'est-ce qu'il va gagner grâce à ça. Et dans l'idée moi je suis vraiment d'avis où il voit dès le début un aspect professionnel par rapport... En fait, il faut se dire, l'artisan, on se met à sa place. S'il est bon, il est contacté par plein de monde, notamment plein d'investisseurs. Dans les villes où on investit, il y a beaucoup d'investisseurs. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs vont être à gratter quelques euros à droite à gauche, vont lui demander de refaire 4 fois le devis, 5 fois le devis parce qu'il manque des choses, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est que même dans certains, on envoie ce qu'on appelle un CCTP, donc cahier des charges de travaux. On va vraiment lister toutes les lignes qu'on veut, pose de parquet, pose de plainte, etc. avec les maîtres, puisqu'on les a aussi. Et lui, finalement, il va juste rajouter dans ce devis-là ses prix de main-d'œuvre au mètre carré ou à l'unité. Bien évidemment, on lui dit, si tu as des choses que tu dois rajouter techniquement et que nous, on ne connaît pas, notamment tout ce qui est plomberie, électricité, c'est quand même assez particulier, tu l'ajoutes. Mais déjà, on lui donne une base de travail. Et l'intérêt, c'est qu'on montre une vision plutôt professionnelle. Et dans l'idée, c'est de dire qu'on va maximum préparer en amont pour que derrière, quand tu te lances, tu puisses avancer sans avoir besoin de nous demander des infos, de demander de commande de matériaux. Nous, ce qu'on lui demande, c'est à quel moment il aura besoin du carrelage, du parquet, qu'on fournit nous-mêmes les matériaux. Comme ça, on se le note dans un planning et 3 semaines avant, on revérifie avec lui les dates pour être sûr. Et du coup, on lui envoie au bon moment. Et donc, l'idée, c'est qu'on lui dit, voilà, et en contrepartie, nous, on est à distance, toujours. On a plusieurs chantiers dans plusieurs villes en même temps. On lui dit, voilà, nous, le but, c'est de dire, je vais pas venir toutes les semaines derrière toi, etc., pour voir ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas d'intérêt, je suis pas forcément dans le contrôle comme ça. Par contre, voilà, moi, ce que je te demande juste, c'est de m'envoyer une petite vidéo, des photos de ce qui a été fait. On joue vraiment sur le maximum de transparence. Après, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire parce que ils savent le réseau que j'ai. Ils savent que s'ils essaient de me la mettre à l'envers parce qu'ils mettent pas d'isolant derrière un placo ou des choses comme ça, il peut ne plus avoir de boulot pendant très longtemps. Donc j'ai ce côté finalement un petit peu qui aide à ce que l'artisan ne la mette pas à l'envers, mais on contrôle toujours. Et après, c'est vraiment lui dire voilà. Et par contre, pourquoi pas, moi ce que je conseille beaucoup, les visites inattendues. Débarquer sur le chantier au moment sans forcément prévenir, etc. Moi j'aime bien le faire. Au début on le faisait dans les 2-3 premières semaines. Ça montre le truc dans t'es à distance, tu te gères comme tu veux, tu fais le suivi, mais par contre à un moment donné je peux débarquer sur le chantier et voir ce qu'il en est. Et donc du coup le fait de montrer ça, il peut pas se dire ouais tiens attends je fais ça comme ça, il le verra pas, parce qu'à un moment donné tu peux le tu peux le surprendre. Ouais, c'est sûr. Et ça t'est déjà arrivé du coup de faire une visite imprévue et de découvrir des éléments qui te plaisaient pas sur le chantier ? Alors, déjà des fois quand tu fais visite le vendredi après, il n'y a plus personne. Ah ouais. Ils sont déjà partis en week-end. Ils sont déjà partis en week-end, donc ça aussi ça remonte, tu dis oh t'es où ? Ah merde, vous êtes là ? Ben oui, je suis là. Donc ça nous est arrivé 2-3 fois le vendredi. Alors déjà aussi on a des caméras dans les parties communes des immeubles, donc on voit quand c'est qu'ils sont sur le chantier, quand c'est qu'ils ne sont pas. Ça on l'a depuis 2024 à peu près, et c'est pas mal du tout. Ça permet vraiment de suivre et de voir s'ils bossent. Moi ça m'est arrivé sur un dernier immeuble là qu'on est encore en cours de rénovation, des apparts, on avait donné les plans, tout, etc. Et tout était terminé. Tout était peint, le mur et tout, et donc c'était le mur où il y avait la télé, c'était en plus pour du Airbnb, etc. Et donc on a fait exprès de mettre les prises électriques en hauteur parce que la télé était accrochée au mur pour que vraiment au niveau des fils ça soit propre, tout ça. Et j'y vais avec mes parents et c'est plus ma mère qui avait fait les plans, tu vois, elle me dit Jo, les prises là elles sont en bas, pourtant on avait dit normalement c'était en haut et tout. Je dis écoute, j'ai quand même vérifié ce qu'on avait envoyé pour être sûr, pour pas dire ah non ça aurait dû être là, etc.
Et là, j'appelle l'électricien, je dis les prises, elles sont là. Ah oui, on les a mises. Oui, mais sur le plan, elles sont là. Ouais. Bon, ben demain, elles sont là. Et donc lui, il devait faire toute la saignée, remonter, le plâtrier, refaire tout l'enduit, la peinture de tout le mur, parce que tu peux pas refaire un coup de peinture juste comme ça au milieu. Et en fait, de par le fait d'avoir vraiment en amont bien communiqué, bien cadré, etc., il pouvait pas dire « Ah ouais, mais non, on avait dit comme ça au téléphone. » Ça, le truc de dire « Ouais, au téléphone, il faudrait mettre la prise là, etc. » Nous, quand il y a des changements qui se discutent au téléphone, on envoie toujours un mail derrière pour acter. Parce que souvent dans les travaux, c'est ah ouais, bon, on s'était dit ça, comme souvent on s'appelle, ça passe beaucoup à l'oral. On essaie toujours d'acter par écrit pour qu'il n'y ait pas de malentendu derrière. Et après, des fois, ça peut être nos erreurs. En disant, ah mince, on a oublié de lui dire que la clim, on la voulait plutôt là. Tant pis, si on demande la modification, c'est pour nous ou on laisse comme ça. Là-dessus, par contre, on est 100% faire là-dessus. Par contre, la prise qui est en bas, alors qu'on la voulait en haut, et que surtout que c'était nouveau esthétique, on le voulait. Le lendemain matin, je suis revenu, il avait les saignées dans le mur, il avait monté les prises et il a rien dit, entre guillemets. Il savait que c'était de sa faute. Il savait que c'était de sa faute. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi l'avantage quand on travaille avec des artisans qui sont compétents et qui, ont vraiment ce côté professionnel. Parce que bon, malheureusement, ça peut arriver de tomber. Il restait aussi 7 000 € à payer. Ouais. C'est ça. En fait, honnêtement, vous avez beau tout faire ce que vous voulez, le seul truc qui les tient, c'est l'argent. Aujourd'hui, il me restait 7 000 € de fin de chantier parce que c'était sur 3 appartements en même temps. C'est mes 10% de ce qu'il doit avoir et tant que c'est pas fait, il les a pas parce que moi je considère que c'est pas terminé. Ouais, c'est sûr que si vous payez la totalité du chantier alors qu'il y a des choses qui sont pas finies, la probabilité pour qu'ils reviennent rapidement pour tout finaliser, elle est quand même très très mince. C'est fini. C'est clair. Du coup, pour tout ça, il faut savoir bien sélectionner les artisans. Est-ce que tu as un process par rapport à ça pour sélectionner des artisans qui sont compétents techniquement et qui sont fiables? Ouais, moi j'ai un peu pas mal de choses, la technique un peu de l'entonnoir que j'appelle, c'est de dire où est-ce que je peux trouver des artisans, quelle est mon sélection de potentiels artisans intéressants. Au début, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à l'agent IMO qui nous apportait le projet. Pourquoi ? Alors pas pour le devis initial, parce que le devis initial, c'est son pote et il va nous faire un devis plus bas pour que ça se vende plus cher, etc. Donc ça, je fais très attention. Mais par contre, une fois qu'on a acheté, d'avoir dans ces potentiels artisans intéressants de l'agent immobilier. Pourquoi ? Parce que l'agent immobilier, en fait, il va travailler sur le long terme avec des artisans, notamment s'il travaille avec des investisseurs, en disant, à chaque fois que j'ai un investisseur qui est un peu à distance, qui n'a pas trop de réseau en local, je vais lui recommander cet artisan-là. Des fois, il va toucher des rétrocommissions. Mais des fois, c'est juste de dire, je mets quelqu'un de sérieux en face de mon acheteur-investisseur. Et comme l'agent immobilier, il a envie que je repasse avec lui pour des prochains achats, il va pas me mettre quelqu'un n'importe qui. Et pareil pour l'artisan. L'artisan, entre guillemets, lui, en général, si c'est bien maqué avec un bon agent immobilier, il peut avoir du boulot pendant plusieurs mois, voire sur du très long terme. La récurrence, grâce à l'agent immobilier. Donc s'il fait de la merde, entre guillemets, avec moi, derrière, ça peut lui jouer beaucoup plus que si je l'avais découvert sur Le Bon Coin, par exemple. Donc ça, j'aime bien passer ce que j'appelle par un intermédiaire de confiance auquel l'artisan a beaucoup à perdre. Ensuite, Le Bon Coin, il y a plusieurs sites sur lesquels on peut aller chercher. Et dans le process, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va regarder, surtout s'il y a la plomberie, l'électricité, tout ce qui est garantie décennale. Ça, c'est le premier filtre. Aujourd'hui, surtout sur des immeubles, il n'y a pas le niveau de risque, en fait. Pour un coup de peinture, poser du parquet, il n'y a pas de souci, mais le niveau de risque est trop élevé de passer par quelqu'un qui n'a pas de garantie décennale. Donc, premier filtre. Deuxième, c'est l'attestation vigilance URSSAF pour ceux qui sont en auto-entreprise ou en SARL, qui montrent qu'il est bien à jour des cotisations et donc qu'il n'a pas de problème financier sur tout ça. Donc ça, un peu le premier filtre qui déjà en élimine beaucoup. Oui, c'est sûr. Deuxième filtre, j'essaie de trouver des recommandations alors si j'ai du réseau un peu en local, de demander un peu s'il y a des gens qui sont déjà passés par lui, etc. Et moi, sur certains, qu'on a recherché des artisans en 2022-2023 sur Perpignan, on avait sélectionné 2-3 qui étaient intéressants. Je suis allé visiter les chantiers avec eux, leur chantier en cours, visiter. 3 choses. Premier, c'est voir l'état du chantier technique, on va dire, ce qu'il est en train de faire, etc. 2, voir la propreté et l'organisation des outils sur le chantier, parce que il n'y a rien de pire qu'un artisan qui n'est pas du tout organisé et qui va
perdre du temps juste par sa mauvaise organisation sur votre chantier. Et le troisième, c'est que du coup, on était en contact aussi avec le client parce que souvent, enfin moi, c'était des chantiers où il était en train de faire des rénovations et le client était là aussi puisque demander l'autorisation quand même de visiter. Bien sûr. Et j'étais là. Et même si j'avais pas directement demandé au client, alors ça se passe bien, ça marche bien. C'était plus le relationnel entre les deux et voir, tu vois, et surtout quand c'est des investisseurs ou même des particuliers, tu le ressens des fois quand ils sont mécontents de quelque chose, tu vois, ils vont lancer quelques pics, etc. C'est sûr. Et donc ça a permis de dire, ok, finalement, moi j'aime bien dire, j'ai validé 80% de ce que je pouvais, après les 20%, c'est à moi de pouvoir le contrôler derrière. Mais ouais, on sélectionne, on essaie de trouver des artisans un petit peu par le réseau. Moi aujourd'hui, ayant beaucoup de réseaux en immobilier, maintenant mon critère de sélection, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec des gens que je connais, au moins 2-3 personnes ou 2-3 fois. Ça fait déjà une validation sur le profil et sur le technique, finalement sur les travaux vraiment qu'ils vont être réalisés. Et après, pour des gens qui démarrent, je conseille de chercher un petit peu sur Le Bon Coin, les différents sites, même sur Google, hein, avec les avis classiques. Et après, de ne pas hésiter à aller visiter des chantiers, à vraiment prendre le temps, comme je disais tout à l'heure, l'anticipation maximum, prendre le temps d'aller sélectionner, d'aller visiter. Parce qu'une fois que vous démarrez, une fois que vous avez signé le devis, c'est trop tard en fait. C'est pas là où vous dites ah ouais tiens, il est pas très bon sur la pose des plaintes, il est pas très bon sur ça. C'est dommage. On aurait pu le savoir en amont. Ah bah c'est sûr. Je pense que de toute façon, effectivement, aller visiter des chantiers sur lesquels les artisans sont déjà intervenus, c'est une bonne chose parce que voilà, comme tu disais, ça permet de voir s'ils sont organisés, s'ils vont être productifs, et puis de voir aussi la qualité des finitions, parce que c'est souvent ça qui pêche un petit peu chez certains artisans, et donc du coup ça permet de voir voilà assez rapidement est-ce qu'ils vont pouvoir fournir du travail qualitatif, parce que même quand on est investisseur et que c'est pour de la location, je trouve que voilà, la qualité des finitions elle est quand même importante, même si on part pas forcément sur du haut de gamme, il y a quand même un minimum, parce que visuellement c'est ce qu'on retient d'un chantier finalement. C'est ça. Et d'ailleurs nous sur la partie un peu sélection à la fin, on fait toujours sélection de 3 artisans ou 3 entreprises d'artisans dans lesquels on amène sur la phase devis, estimation. C'est là où on demande la séparation main-d'œuvre, matériaux, mais aussi du coup on voit la rigueur de l'artisan, même si c'est difficile d'avoir de la rigueur, parce que quand on demande de séparer, qu'au bout du 3e devis qu'ils nous envoient, c'est toujours pas séparé, on se dit ok, comment ça va être sur le chantier. Je parlais de l'organisation, c'est pareil, il n'y a pas que le côté technique, comme tu dis, forcément finition, etc. Il y a le côté aussi, comme je veux faire absolument à distance et être le moins présent sur place, etc. Moi, je mets une grosse part d'attention sur le côté charge mentale. Si le mec, il n'est pas organisé, s'il t'appelle tous les 5 minutes parce qu'il a oublié ce que tu as dit la semaine dernière, etc. Ou tu arrives sur le chantier, moi je suis arrivé des fois sur le chantier, l'artisan il ne sait pas où il avait ses outils, etc. Ah oui. C'est tout bête. Le technique, il peut être très très bon, il peut faire de très bons placos, de tout très bon. Mais si derrière, il n'y a pas un minimum de rigueur, on ne va pas demander le même niveau qu'on attend pour nous, un minimum de rigueur, en fait, votre chantier en termes de planning, il va exploser. Et vous, en termes de charge mentale, vous allez être sursollicité pour des choses qui sont pas utiles. Oui, du coup, c'est de la perte de temps aussi. C'est tout un ensemble. Et par rapport à cette gestion à distance, du coup, toi, en termes de visite suivi de chantier, est-ce que tu te dis quand même, voilà, je sais pas, sur un chantier qui dure 3 mois, je viens quand même 1 fois par mois, ou est-ce que vraiment tu évites au maximum de te déplacer? Je sais pas si t'as un critère un peu, tu vois. Alors, pour te donner l'exemple du dernier appartement, on a un immeuble, on a 7 appartements, ils rénovent étage par étage. Le dernier, je l'ai même pas vu. Ah oui, mais tu l'as même pas vu, c'est-à-dire que t'as même pas vu la fin Je suis même pas allé sur place. En gros, c'est l'artisan, on est venu sur le démarrage. On vient toujours sur le démarrage pour mettre au clair, être sûr que c'est compris, que tout est clair. Comme je disais, vraiment anticipation. Et au moment où on dit ok, on démarre, derrière, je reviens plus. Enfin, là, si j'allais aller dans la ville, je serais passé. Tu vois, si je suis passé 1 ou 2 fois, mais parce que j'étais dans le secteur. Mais en fait, une fois qu'il a terminé, il a donné à la personne qui nous gère les mises en location, les visites, etc. Nous, à distance, on a mis les annonces sur Le Bon Coin, on a géré les dossiers à distance. Et ensuite, on a mis en location. Donc, je l'ai même pas vu fini, en fait, l'appartement. Mais là-dessus, en fait, c'est toujours dire quel est mon risque et quelle aurait été la valeur de mon temps d'aller sur place. Bien évidemment,
Aujourd'hui, on a une cinquantaine de biens, donc on a une dilution du risque aussi si pendant 2 mois il n'est pas loué parce qu'il y a un petit souci derrière. Et on a établi une relation de confiance avec ces artisans-là. Je ne l'aurais pas fait sur mes premiers projets. Et de toute façon, là, par exemple, il y avait peut-être une fuite à un moment donné, etc. Déjà, l'artisan, il restait sur le chantier parce qu'il était là, il est passé à l'étage d'en dessous. Et en plus, même s'il n'était pas resté sur le chantier, il y a une garantie décennale. Il a intérêt, comme je disais tout à l'heure, à être en bonne... être toujours bien avec nous parce que sur le long terme, on a du réseau et on va l'amener d'autres projets. Donc, il suit. Sur les premiers chantiers, on a fait des petits chantiers, des studios, des T2. On essayait d'y aller tous les 3 semaines, tous les mois, à peu près. Ou sur les grandes étapes. Tu vois, en fait, on essaie aussi de déterminer les grandes étapes quand, par exemple, ils posaient toute l'isolation et des choses en fait où on se dit, une fois que c'est fait, on sait pas trop comment c'est. Tu vois, juste avant qu'ils démarrent les signer pour les prises électriques pour être sûr qu'on s'est mis d'accord sur l'endroit, pour du coup l'isolation. Ouais, il y a des points comme ça où on s'est dit, une fois qu'il a fini cette étape-là, tu vois, les faux plafonds avec pour passer tous les câbles, etc. Avant qu'il plaque tout, d'être sûr que tous les points lumineux vont être au bon endroit, etc. Parce que c'est pas après, il va aller repercer tout ça. Donc on essaie un peu sur les grandes étapes. Après, honnêtement, on avait des petits immeubles de 3-4 appartements, donc ça va vite, hein, c'est 3-4 mois de rénovation, donc ça va vite. Et après, par contre, là, on était très vigilant, c'est sur la partie finition, mais en termes de timing, parce que c'est là où l'artisan il a le moins bon rendement de temps. Parce qu'il va lui rester 10% de sa facture, mais les finitions, je sais pas pour ceux qui l'ont déjà fait, moi j'en ai fait, j'ai rénové entièrement des immeubles, hein, de mon côté aussi, à la main. C'est une liste de 180 lignes avec le joint acrylique sur la plainte, la rattrapage de la peinture là, le joint sur l'évier, et au final, toutes ces petites choses là, l'artisan, on reparlait de rigueur tout à l'heure, s'il n'est pas un peu rigoureux à faire sa liste, à faire ok, j'avance, go, je check, etc. En fait, il va venir, il va aller sur d'autres chantiers pour aller prendre l'acompte d'autres chantiers, parce que c'est le début de chantier où il a le plus d'argent par rapport au temps qu'il y passe. Et donc, c'est ça où on se dit, allez, dans 2 semaines, c'est terminé, il reste peu des petits trucs. Et honnêtement, pour l'avoir vécu, ça a duré 4 mois. Ouais. Et en fait, j'y allais juste pour que l'artisan soit là. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, ok, comment je peux encore plus le tenir et vraiment faire en sorte qu'il soit là vraiment jusqu'à la fin, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est effectivement souvent ça qui pêche un peu sur les chantiers. Nous, ça a été un peu le cas aussi, c'est-à-dire que si on n'est pas présent avec les artisans, parce que parfois les artisans ils ont pas la prise de recul, ils voient pas forcément le problème du joint sur la plainte, eux ils le voient pas, ils trouvent que voilà c'est très bien comme ça, alors que toi tu te dis non, il y a un problème esthétiquement parlant, là ça ne va pas. Donc parfois c'est aussi pour ça que c'est important de les suivre et de faire des points avec eux, ou alors effectivement quand t'as déjà bossé avec eux, ils savent comment tu travailles, ils savent ce que tu attends aussi en termes de finition. Ouais. Et du coup ça facilite aussi la suite. Et par rapport à ça, du coup, le fait, toi, de reprendre les mêmes artisans à chaque fois sur les mêmes projets, ça fonctionne toujours bien, il n'y a pas de problématique de ce côté-là? En fait, honnêtement, sur là on est à 18 projets à peu près aujourd'hui réalisés. On en a sur Perpignan, je pense qu'on en a 12 à peu près, 12-13 sur Perpignan. En fait, les 4-5 premiers projets, on a fait des travaux, on a eu 4-5 entreprises différentes. Pourquoi ? Parce que soit ils étaient très bons, ils ont acheté eux-mêmes de l'immobilier, ils ont compris qu'ils avaient de la valeur à apporter eux-mêmes sur leur propre projet. Soit c'était bien mais pas ouf, tu vois, le truc des finitions qui met 3 mois de plus, etc. Et des fois t'as 1 an et ces artisans un peu tout corps d'état, c'est pas forcément le plus stable, c'est pas des grosses boîtes de travaux parce que du coup c'est beaucoup plus cher, donc tu essaies de trouver un peu l'intermédiaire entre l'auto-entrepreneur tout seul dans son coin et la petite entreprise tout corps d'état qui a le plaquiste, l'électricien, etc. Donc c'est vrai que pendant les 10 premiers projets, à peu près 8-10 premiers projets, on est passé par des entreprises artisans différents, jusqu'au moment où là on a eu ce très gros immeuble avec 600 mètres carrés, etc. à rénover, où là je me suis dit ok, on peut pas avoir le mec lambda qui va mettre 3 mois de plus par finition par appartement parce qu'on va mettre trop de temps à faire le projet.
Donc là, on s'est mis à retrouver une entreprise un peu plus solide, un peu plus forte. Et c'est elle qui nous a permis un peu de nous faire quasiment 5 des 7 appartements. Et en fait, on les avait testés puisque du coup, je voulais les tester aussi sur nos propres projets, parce qu'on leur amenait 600 mètres carrés quand même, donc je pouvais pas me louper. Donc en fait, on avait un locataire qui partait, il fallait mettre un coup de peinture, on voulait mettre un mur en bleu, enfin, mettre un petit coup de refresh. Donc on les a fait passer entre 2 locataires pendant l'été, rapide, avec le permis loué qui passait au milieu. Hyper efficace, hyper pro, tu vois, ils nous envoient les photos, c'est bon, c'est fait, délai, timing et tout. Donc on se dit ok, good, validé. En parallèle, on a acheté un petit immeuble qu'on faisait en achat-revente. On rénovait 3 appartements. Donc je dis allez-y, testez sur celui-ci. Savoir que le gros immeuble de 600 mètres carrés, on avait quand même 3-4 locataires qui payaient le crédit, le différé, donc on n'était pas pressé tout de suite de faire les travaux. Donc là, on les a testés sur les 3 apparts. Il y a toujours du délai, il y a toujours du retard. Ça arrivera toujours, il faut en être conscient. Mais j'ai quasiment pas eu à aller sur place. Dès qu'il y avait des petits problèmes, il m'appelait, il me dit écoute, il y a ça, mais voici ce qu'on a prévu faire, voici comment on va faire, mais c'est bon, on gère, tu vois. Donc j'avais l'info, mais pas la gestion, charge mentale de me dire il faut faire, qu'est-ce qu'on fait, dis-nous, etc. La personne à la tête avait déjà la solution et m'informait juste de la solution. Il me disait juste au fait, on a fait ça, mais c'est juste pour l'info. Donc ça s'est bien passé, nickel, trop bien. Et donc après, on les a basculés sur le gros immeuble. Et pareil, ça a avancé. Et c'était cool parce que c'est vraiment une personne qui est plutôt business à la base. Donc ce côté un peu smart business. Quand on est sur place, on prenait plaisir à aller manger avec. Tu vois, on prenait vraiment du temps avec lui. Et lui, il avait compris qu'en fait, on allait avoir du réseau, on avait du monde. Nous-mêmes, on avait pas mal de choses à rénover. Et donc c'est pour ça que côté business, il s'est dit ok, je vais mettre vraiment tous mes moyens, surtout au début, pour qu'ils aient confiance en moi et qu'après derrière ça se fasse naturellement. Ouais, je comprends tout à fait. Je pense que la relation de confiance avec les artisans, elle est vraiment importante. Moi, c'est pareil avec mon entrepreneur dans le Nord. À chaque fois que j'y vais, on va déjeuner au resto ensemble, on s'entend bien. Et du coup, il y a vraiment cette relation de confiance. Je sais que s'il y a un problème, je peux l'appeler, il peut intervenir rapidement, il peut me mettre en priorité sur certaines choses. Parce que typiquement, là, le chantier qu'on a presque fini, normalement, quand l'épisode paraîtra, ce sera loué. Typiquement, c'est vrai que voilà, j'ai rajouté des petites choses de dernière minute par-ci par-là, et en fait, on a une relation de confiance et je sais qu'il peut mettre ses artisans sur le coup pour réaliser ces petites choses de dernière minute que je lui demande, parce qu'on a cette relation de confiance où on s'entend bien et voilà, effectivement, le côté business, il est important aussi à ce niveau-là. Et donc par rapport, tu sais, je pense à quelque chose tout à l'heure que tu disais, où quand tu ne visites même plus les biens, est-ce que tu envoies du coup tes artisans de confiance directement pour visiter le bien et te faire ton chiffrage rapide? C'est ça. Aujourd'hui, en fait, dans l'approche que j'ai de l'investissement immobilier, comme je dis, c'est me dire ok, je fais de l'investissement immobilier, mais si ça doit me prendre mon temps, mon énergie, mes déplacements, en fait, c'est juste un salariat déguisé. Et donc, au fur et à mesure, je me suis, dans tout ce qu'on fait, d'essayer de se détacher au fur et à mesure de ça, de dire que ce sera peut-être pas aussi parfait que si on y était, etc. Mais de dire quel est le niveau de besoin que j'ai et à qui je pourrais le déléguer. Donc aujourd'hui, en fait, par exemple, sur Perpignan, même sur d'autres secteurs, je vais avoir des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers qui me disent tiens, il y a ça qui est intéressant, etc. Moi, déjà, avec l'étude de marché, je sais à peu près estimer combien ça vaut, le secteur, combien ça peut se louer. Donc, tout ça, ça se fait facilement à distance. On a les outils pour le faire. Et la seule inconnue qui me reste pour pouvoir faire mon offre d'achat, c'est finalement l'estimation de travaux et le niveau de risque par rapport aux travaux qu'il peut y avoir. Et donc, à ce moment-là, je me dis, finalement, moi, quelle est ma valeur là-dessus? Elle n'y est pas. C'est tout bête, tu vois. À part faire du relationnel avec l'agent IMO. Donc, au début, j'y allais pour que l'agent IMO, ça paraît bizarre, l'agent IMO disant, ok, je vous envoie mon artisan, il comprenait pas, tu vois. Donc, au début, oui, c'est relationnel, mais une fois que tu l'as fait, que c'est devenu ton apporteur d'affaires, en fait, moi, je leur dis, honnêtement, j'ai pas de valeur à aller faire 500 km aller-retour pour visiter quelque chose auquel moi-même, je pourrais pas estimer à 10% près ou être sûr de moi sur la structure, ces choses comme ça. Donc, je lui dis, écoute, ou même si je viens, c'est peut-être que dans 2 semaines, le temps de trouver un créneau pour me déplacer, etc. Demain matin ou dans 3 jours, mon artisan peut venir
et faire finalement ce travail-là à ma place. Et comme en plus l'artisan, là, à ce niveau-là, c'est lui qui va prendre le chantier derrière, il va pas dire n'importe quoi. Parce que du coup, s'il me dit qu'il y en a pour 80 et quand il fait son devis, c'est à 120, moi, ça rentre dans les 80. Donc finalement, tu as un peu ce triptyque de confiance entre l'agent IMO, nous et l'artisan, où chacun finalement est dans sa zone de génie. Tu vois, finalement, je me dis, pareil, à l'agent immobilier, je lui dis, quand il me donne des choses comme ça, donne-moi tous les problèmes. À un moment donné, on m'apporte un immeuble moitié prix par rapport au marché. Je connais par cœur le marché. Premier truc, je lui dis, il est où le loup? Donne-moi, est-ce qu'il y a la toiture à refaire? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il manque des compteurs? Parce qu'en fait, si tu me fais perdre du temps en analyse, à faire déplacer mes équipes, etc., on va pas continuer de bosser ensemble. Et donc, je dis, l'agent IMO, pour moi, son rôle, c'est vraiment il a toutes les infos, au maximum, parce que des fois, on a des vendeurs qui donnent pas toutes les infos, c'est un peu délicat, mais il connaît le bien, il sait la structure, il sait le nombre de compteurs, il sait les lots, quelles dispositions, les surfaces, etc. Donc, moi, ce que j'ai besoin pour faire mes analyses financières. Et après, l'artisan, lui, en combinaison, va vérifier, et moi, ce que je demande, c'est vérifier toute la partie structure, quel est mon niveau de risque sur la partie structure, en gros, que tu me dises go ou no go sur ça, le technique, et après d'avoir une estimation à plus ou moins 10-15% dans un premier temps pour me dire je peux faire une offre d'achat, souvent il y a la négociation, et si vraiment ma négociation passe, on va à l'étape 2. Mais c'est surtout pour me dire si ma négociation passe pas, je vais pas demander un devis très détaillé à l'artisan, et moi je vais pas aller me déplacer parce que mon temps en fait il a pas de valeur à ce niveau-là. Si l'offre d'achat passe pas, ça vaut 0. Donc du coup, j'essaie de limiter mon temps qui vaut 0 et me dire que je préfère passer mon temps à chercher d'autres biens qui pourront être intéressants. Donc l'artisan fait ça, et après, au moment où l'offre d'achat est acceptée, souvent là où on va, c'est pour le devis un peu plus détaillé avec l'artisan. On y va et on va ensemble, on se pose, je lui donne un petit peu ce que j'aimerais comme type de projet, pour qui je pense le louer, etc. Et donc là, on va sur quelque chose d'un petit peu plus détaillé ensemble, parce que ça reste quand même de l'humain. Les artisans ont quand même besoin de vous voir, même si pour moi tout pourrait se faire à distance. Mais au moins le projet il a déjà été validé pour moi. Donc là mon temps vaut quelque chose. Ouais, c'est sûr que je pense que le côté réseau est hyper important là-dedans, et pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment, Joris, ça fait plusieurs années qu'il investit, donc il a mis des process en place. Les premiers projets, bien sûr, t'as visité avec l'artisan au tout début. C'est normal, quand on débute, on n'a pas encore le réseau, on n'a pas encore ce côté relationnel avec les agents immobiliers qui vont nous apporter les affaires directement, les artisans qui on a confiance. Tout ça, ça se tisse et ça se crée avec du temps et l'expérience. Et c'est ça. Et du coup, ayez toujours une vision long terme. Je sais que tu en parlais avec Patrick sur le podcast que j'écoutais ce matin. En fait, dans tout, restez toujours en bon terme. C'est surtout en local, dans des villes d'investisseurs, c'est des petits milieux, des petits réseaux, tout se sait très rapidement. Et c'est se dire, ok, peut-être que finalement, j'ai fait une offre d'achat, je vais me retirer parce que j'ai découvert ça, ou parce que finalement, je me sens plus à l'aise d'y aller. Soyez transparent avec l'agent IMO ou avec l'artisan qui était venu faire le devis en disant, écoute, là, je me sens pas d'y aller. Mais de toute façon, je suis dans une optique d'acheter, d'avancer, de faire l'immobilier dans ce secteur-là. Donc, entre guillemets, c'est que partie remise. Désolé d'avoir fait perdre peut-être un mois et demi, par exemple, à l'agent IMO. Mais si vous partez en mode plus de nouvelles, vous disparaissez, que ça se passe comme ça, le risque qu'il y a là-dessus, c'est que l'agent IMO va se braquer, l'artisan va se braquer, et déjà que c'est difficile de trouver des personnes de confiance sur le long terme, mais là, vous venez de vous griller. Donc en gros, comme tu dis, c'est vraiment moi aujourd'hui, à Perpignan, je pense que la moitié des agents IMO me connaissent. Mais en bien, tu vois. Oui. Soit ils m'ont déjà vu, parce que j'ai fait beaucoup de visites, ou à chaque fois j'essaie de passer les voir, etc., de montrer ma tête. Soit ils en ont parlé entre eux, en fait. Et pour eux, j'ai une image de quelqu'un de professionnel qui, s'il se dit, je vais me positionner, il va aller jusqu'au bout. J'ai un réseau auprès de la mairie, etc. aujourd'hui. Et tout ce petit toile, finalement, un peu de réseautage, fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux en arriver là. Mais c'est sûr que si dès le début, j'avais essayé de gratter le mieux, de la mettre à l'envers l'agent IMO, d'essayer de contacter le vendeur en direct, parce que j'en connais certains qui font ça, mais en fait, c'est une vision vraiment court-termiste. Et moi, je suis plus à me dire,
Aujourd'hui, on a fait 18 projets, donc un peu plus de 50 biens. J'aurais jamais réussi si, dès les premiers, j'avais essayé d'arnaquer l'agent IMO ou l'artisan. Ouais, je pense que c'est un bon point, ça, ce que tu dis. C'est-à-dire, quand les agents immobiliers vous envoient potentiellement des projets ou que les artisans vous envoient des devis, répondez toujours, même si vous prenez pas en fait ce projet-là, cet artisan-là. C'est toujours important de dire, bah voilà, écoutez, pour cette fois, enfin voilà, j'ai choisi de passer avec quelqu'un d'autre ou j'ai choisi un autre projet. Mais par contre, pour la suite, on reste en contact. Ça permet de toujours rester sur une note positive parce que finalement, ces intermédiaires-là, c'est sûr qu'ils ont travaillé et si le projet aboutit pas, ils ont pas l'affaire. Mais ils ont quand même passé du temps sur le sujet, donc c'est important de toujours finir sur une note positive, comme tu le disais. Ouais. Ben, nous, on le faisait beaucoup avec les agents IMO à la base, qui nous envoyaient des biens, et si on voit qu'il n'est pas intéressant, ben souvent le réflexe, c'est on va pas répondre, c'est pas intéressant. Moi, automatiquement, surtout au début, je disais, ben, écoute, ça m'intéresse pas pour telle et telle raison. Est-ce que c'était parce que je cherchais plus de renta? Est-ce que c'était parce que c'était pas le moment, j'étais sur autre chose? Est-ce que c'est parce que je pensais qu'il y avait trop de travaux ou que c'était trop cher, etc. Mais j'ai expliqué. Et honnêtement, les agents immobiliers m'ont dit, putain, t'es un des seuls à nous répondre et à nous expliquer le pourquoi. Mais c'est cool parce que du coup, maintenant, on va pouvoir affiner que ce type de projet-là, ben, toi, c'est pas ce que tu recherches au fur et à mesure. Et au final, le fait de se démarquer aussi sur des choses comme ça permet vraiment de tisser un lien privilégié. Sur le long terme, ouais. Et donc, par rapport à ça, alors, maintenant, c'est sûr que tu délègues, presque à 100%, on va dire. Mais tu disais qu'au début, tu faisais les travaux toi-même. À quel moment tu as décidé de switcher et de déléguer complètement les travaux? Alors, quand on faisait les travaux nous-mêmes, on faisait parquet, peinture, les petits derniers trucs. Et ça tombe bien parce que du coup, quand je réfléchissais un petit peu à ce qu'on pourrait discuter, j'avais cette image en tête et que j'aurais toujours ma vie en tête. C'était un week-end. On était en 2021 et on venait d'acheter en 2020-2021. On venait d'acheter un immeuble en 2019, puis Covid derrière, etc. Et nous, ce qu'on faisait sur les projets, en général, on demandait aux artisans de tout faire et on se laissait le parquet et la peinture. Pourquoi? Parce que mon père bosse à Castorama, il a toujours été très manuel, il avait des appartements qui retapaient un petit peu lui-même sur du rafraîchissement. Donc, c'était là où, en fait, lui, de son côté, il avait son meilleur rendement de temps parce que pose de parquet, peinture, c'est souvent du volume de la surface. Et en fait, sur un appartement de 40 mètres carrés, pose de parquet, ça peut se faire en une journée, 2 journées. Quand tu vois que ça peut coûter 3-4 000 euros et qu'à côté, tu as un salaire de 1 500 euros, 2 000 euros par mois, tu te dis, ça vaut le coup de le faire. Et là, entièrement d'accord avec ça. Mais c'est en fait avoir aussi une vision court-termiste, et j'en parlerai après. Donc là, on arrive sur un immeuble qu'on avait, on avait 4 appartements, on s'est laissé parquet, peinture. Et on était venu avec ma mère aussi, pour filer un coup de main, parce qu'on n'avait pas télétravail à l'époque, c'était très limite, donc on y allait que le week-end. Donc on avait, moi je descendais de Paris, donc j'avais 11 heures de train aller-retour. Mes parents arrivaient de Toulouse jusqu'à Perpignan, donc il y avait 5 heures aller-retour quand même de voiture, donc c'était pas à côté. Et on arrive, et en fait l'appartement, il y a 3 mètres 50, 4 mètres de hauteur sous plafond. Et on devait peindre les plafonds. Ah ouais. Avec je sais pas comment on appelle ça, la perche. Ouais. Avec la perche. Et je me souviens de cette image où on est avec ma mère en train de peindre des plafonds, qui est moi pas forcément très grand, ma mère pas forcément très grande. Et on était en train de peindre des plafonds en se brisant la nuque, parce que tu as toujours le cou levé, enfin la nuque levée, etc. Et en une journée et demie, on fait samedi, dimanche matin, on s'explose la santé. Ma mère avait 55 ans à l'époque. Et moi, déjà KO. Mon père, genou sur le parquet, en train de poser le parquet, de s'exploser, etc. Et c'est là où j'ai eu cette prise de conscience, où je me suis dit, mais en fait, pourquoi on fait ça? Là, on est en train de se tuer la santé. En fait, nous, on va devoir revenir parce qu'on a réussi à faire un appartement sur un jour et demi. On s'est dit là, on va devoir revenir du coup pour 4 appartements, 3-4 week-ends d'affilée. Et en fait, notre vision court terme, oui, on allait gagner 5 000 euros à peu près, tu vois, par rapport à le faire, etc. Très bien. Donc sur le court terme, on aurait gagné de l'argent. Mais sur juste le moyen terme, on s'est dit, ok, mais attends. Donc déjà, on fait les travaux nous-mêmes, donc les 5 000 euros, je prends 5 000 euros, je ne les passe pas en charge.
Donc, moi, je suis un TMI à 30%, plus les prélèvements sociaux 47,2%. Je récupère pas 47,2% d'impôts. Donc, finalement, mes 4 000 euros de coût, le vrai coût, c'est 2 000 euros. 2 000 euros, très bien. Là, un artisan, si je lui demandais de faire ça en 4-5 jours, donc en une semaine, il aurait fait. Moi, en 4 week-ends, donc en fait en un mois, donc pendant 3 semaines, j'aurais pas eu de loyer. En fait, donc on réfléchit un peu plus. Loyer à 1 500 euros par mois à peu près sur l'immeuble. Ou 1 600 par mois sur l'immeuble. Ok, donc en fait, 3 semaines, c'est à peu près 1 200 euros. Donc en fait, attends, je perds 1 200 euros de loyer. Les finitions, même si j'adore mon père et je m'adore, etc., en termes même de peinture, de pose de parquet, etc., on n'est pas les meilleurs du monde. C'est un métier. C'est un métier. Donc, on n'aurait pas eu des finitions mieux que nos artisans. Et en fait, la réflexion encore plus long terme, ce que j'ai dit à mon père, parce que mon père était très manuel, était très dans le court-termisme, et c'est normal parce qu'il n'a pas forcément un salaire élevé. Et moi, le fait d'être très, très à distance, et j'avais un salaire à 4 000 euros à peu près par mois à cette époque-là, j'avais plus cette notion de valeur de temps. Et je lui dis, mais écoute, parce qu'il me dit, mais non, on va perdre 3 000 euros, on va dépenser. Je dis, ok, oui. Mais là, pendant 3 week-ends, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me chercher un nouveau bien. Et en un mois, il a retrouvé un nouvel immeuble qui nous dégageait 800 euros par mois de cachot 6 mois après. Et c'est là où lui a pris cette prise de conscience. C'était le plus difficile, c'est que lui ait cette prise de conscience. Et moi, où on s'est dit finalement, oui, on pourrait gagner 3-4 000 euros, mais en fait, avoir la vision 360 de qu'est-ce que ça nous coûte en temps, en ressources, en temps, en énergie, en argent, ben à la fin, on gagne beaucoup plus d'avoir fait un nouvel immeuble, d'avoir pu avoir le temps et l'énergie d'aller faire un nouvel immeuble. Donc c'est là où on a cette prise de conscience, on s'est dit, c'est cool, mais même si certains, j'en discute avec beaucoup, ils disent, ouais, j'adore ça et tout, ok, mais est-ce que dans 20 ans, tu veux faire ça? Non. Bon, mais peut-être commence à le réfléchir différemment. Ouais, mais c'est sûr que je pense que quand on débute au tout début, ça peut être pas mal, comme tu disais, en fonction de son salaire aussi, de se dire, bah voilà, on commence par faire quelques petites choses parce que on gagne un peu, mais après, quand on a envie d'enchaîner les projets, on peut pas être partout, surtout quand on a un job à côté au début. Oui. Et si on n'a pas envie de s'épuiser en termes de charge mentale, physiquement, etc., on peut pas non plus, enfin, je veux dire, travailler H24. Surtout que le travail manuel de cette manière-là, il est quand même fatigant physiquement, quoi. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut savoir prioriser aussi. Et c'est vrai que du coup, bah, tout ce que tu as appris de cette manière-là, bon, comme tu le disais au tout début, tu as voulu le transmettre aussi pour permettre à des investisseurs finalement de progresser. Alors, soit parce qu'en fait, ils veulent débuter, ils savent pas trop par où commencer, soit ils ont déjà fait plusieurs projets et en fait, ils veulent aller plus vite avec Meraxia. Yes. En fait, c'est exactement ça en 2022 où là, je me rendais compte que par rapport à mon job, j'étais à moitié sur le job, à moitié sur l'IMO. Comme dit, on a fait 35 biens en 3 ans. Donc, on était aussi bien dans des phases de travaux, de mise en location, d'acquisition. Et j'étais ni à 100% d'un côté, ni à 100% de l'autre. Et j'aimais pas parce que j'avais pas de qualité ni dans l'un ni dans l'autre. Mais on commençait à avoir donc ce gros immeuble qui dit, là, il nous dégage à peu près 2 000 euros par mois de cachot, cet immeuble. Non, je dis une bêtise. On a 6 000 euros de loyer et 1 900 de crédit. Donc 4 000 euros par mois de cachot quasiment. Ah oui, le double du coup. Ouais, sur cet immeuble-là. Donc là, je me suis dit, ok, si on arrive à le faire financer, c'est notre porte de sortie de dire on peut quitter notre job sans avoir de pression financière et puis après pouvoir développer autre chose. Et en parallèle, comme tu dis, j'ai rencontré pas mal de personnes, d'investisseurs, de particuliers sur des événements un peu là où on s'est rencontrés aussi, qui avaient des fois suivi des formations en ligne, des coachings, qui s'intéressaient à l'IMO, mais qui bloquaient. Et en fait, j'avais identifié 3 problématiques. C'était soit partir un petit peu dans tous les sens, donc là, pas de stratégie. Et c'est normal, au début, c'est difficile de définir sa propre stratégie, on n'a pas cette expérience-là. Le deuxième, c'est même en ayant une stratégie en disant tiens, je vais aller acheter un petit immeuble ou un T2 par exemple, mais c'est la méthode. Là, on a des formations, on a la théorie, on sait comment calculer la rentabilité, etc. C'est cool, mais en fait, on n'a pas de méthodologie, vraiment des outils qu'on peut utiliser, de comment faire les process, la bonne façon de le faire, sélection des artisans, etc. Et donc des fois, on bloque à ce niveau-là. Et le troisième, qui vraiment est l'aspect le plus important, c'est je peux avoir ma bonne stratégie. Je peux avoir la bonne méthode de travail, etc. Mais j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a un mentor finalement, qui a plus d'expérience que moi, qui a ce recul aussi, qui va me dire go,
no go, tout simplement. J'ai fait les exos, c'est bon, j'ai fait mes analyses. T'es sûr? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Parce que, on le sait, ça peut coûter vite très très cher. Moi, sur mes premiers projets, je crois que j'avais fait le calcul la fois, sur mes 3-4 premiers projets, on avait dû perdre 20-25 000 euros de petites erreurs à droite, à gauche, etc. Ça va très vite. Ouais, c'est sûr. Et donc là, de dire, j'ai quelqu'un qui a vraiment beaucoup plus d'expérience sur plein de projets qu'il a réalisés ou qu'il a pu accompagner. Et donc, il va me dire go, no go. Et donc, à partir de là, je me suis dit, on va tester d'accompagner un petit groupe de personnes. Et on a démarré il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, en me disant, je vais tester, on verra bien si ça me plaît. Déjà, moi, j'adore transmettre, mais est-ce que j'arrive à être assez pédagogue pour que ça fonctionne aussi derrière? La pédagogie est très importante. Est-ce que finalement, les gens que je vais accompagner vont quand même réussir à investir, à accélérer, à enchaîner les projets immobiliers? Et aujourd'hui, tu le vois, hein, aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 200 personnes sur la partie vraiment mentorat et 100 personnes sur la partie méthode d'investissement. On a plus de 80% de réussite. Donc, en gros, on fait une énorme sélection en entrée pour être sûr qu'on puisse vraiment les accompagner. Et moi, j'adore les chiffres pour vraiment voir la performance qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on finance quasiment, il y a à peu près 1,5 million par mois de financés par nos élèves. Et en moyenne, c'est entre 2 et 4 projets par an réalisés. Donc, on a vraiment cette vocation à faire simple. On parlait de faire beaucoup de travaux au début, à faire simple et surtout qu'ils puissent enchaîner les projets, surtout des personnes qui pensaient être bloquées par le financement. Aujourd'hui, on a 100% de réussite au financement et on va trouver des solutions pour encore améliorer ça. Oui, quand tu dis 2 à 4 projets, tu veux dire par élève? Ouais. Je précise quand même pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Non, c'est 2. On a à peu près, je regarde sur le mois dernier, donc là on est fin février. Sur janvier, je crois qu'il y a eu 8 actes définitifs qui ont été signés. Il y a eu une dizaine d'offres d'achat signées. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a tous nos élèves en cours. On a à peu près pour l'instant 10 élèves par mois qui rentrent. Mais on a aussi tous les anciens qui continuent parce qu'on a vraiment une vocation à les accompagner sur le très très long terme. Des élèves qui nous ont rejoints il y a 2 ans continuent d'investir et on continue de les accompagner. Et aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus de 15 millions investis par les élèves. Et le fait de les faire continuer à investir, du coup, ils s'améliorent aussi, ils vont sur des projets plus complexes, comme tu le disais. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rejoint la team Meraxia en tant que coach. Donc, c'est pour ça que je disais au début qu'on travaillait ensemble avec Joris. Et c'est vrai que moi, pour être investisseuse à la base, pour avoir suivi pas mal de formations, de programmes, etc. C'est vrai que la méthode Meraxia est quand même hyper intéressante, hyper carrée, hyper cadrée. Je pense que c'est aussi ton côté ingénieur de base qui fait que tu as mis un certain nombre de process en place et le fait de dire voilà, l'immobilier ça doit pas devenir un second métier, un second profession salariale, on va dire, et du coup c'est vrai que voilà, tu as mis un certain nombre de process, tu as structuré en fait toute la partie recherche, travaux, etc. pour que finalement ça facilite le plus possible la vie des investisseurs et c'est vrai que le taux de réussite il est assez impressionnant. En fait c'est vraiment notre rôle. Pendant les 2 premières années, on a vraiment focalisé sur se dire chaque personne qu'on sélectionne, comment l'amener le plus simplement pour elle en fait à l'acquisition. Et donc déjà la stratégie au départ, c'est de se dire on va pas faire partir la personne sur des projets beaucoup plus complexes que elle pourrait, mais financièrement, fiscalement, mais aussi en termes de psychologie. Nous on a des personnes qui peuvent lever 500, 600 000 euros, on va les faire aller sur un T2 pour démarrer. Certains disent mais non, on fait aller sur un immeuble 300 000, oui, mais psychologiquement elle va bloquer à ce moment-là et donc au bout d'un an elle aura toujours rien fait par peur normale. C'est des gros montants, des gros investissements. Mais on sait qu'on va débloquer psychologiquement plusieurs étapes. Et le fait d'avoir un suivi vraiment personnalisé, il y a ce côté un peu cocon, elles sont rassurées, elles font partie de petits groupes, etc. Et donc nous, on est vraiment venus se dire, pendant 2 ans, et même on continue, avec l'équipe coach et dont on fait partie, et tu le sais, c'est, moi, ma question, tous les mois, on fait un point ensemble, tous les mois, c'est de dire, qui sont les personnes qui bloquent, pourquoi elles bloquent, qu'est-ce qu'on peut faire particulièrement pour ces personnes-là, pour qu'elles débloquent et pour qu'elles avancent. Et après, c'est de dire, au bout d'un moment, ça nous fait des standards.
aussi notre côté. Si on se dit ouais, elle bloque parce qu'elle pense que les locaux commerciaux c'est pas intéressant ou elle ne savent pas trop estimer les locaux commerciaux, hop, nous on peut rajouter des infos dans la méthode, comment estimer ces locaux commerciaux, comment avancer là-dessus. Et petit à petit, ça en fait, je pense qu'on a un peu craqué le truc sur les taux de réussite. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui ont déjà suivi des formations, des coachings, qui ont déjà fait une dizaine de biens, qui on a aidé à monter à 30 biens en 2024, à faire x3 en 2024. Mais j'ai envie de dire, en fait, c'est tout bête, mais c'est simple, dans le sens où la personne s'est vraiment alignée avec ce qu'elle voulait et ce qu'elle pouvait faire. Et c'est venu naturellement. Ça n'a pas été le plus facile du monde, dans le sens, aller lever 1 million en 2024 sur 3 immeubles en 6 mois, c'est pas évident. Mais en donnant les bonnes méthodes, les bonnes techniques, le bon réseau aussi qu'on est en train de développer tout là-dessus, on facilite le travail finalement des investisseurs. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, au niveau de ce que tu proposes, c'est un accompagnement, mais il y a aussi la partie, on va dire, formation sous forme de vidéos avec un certain nombre d'outils mis à disposition aussi. C'est ça. On a un format qui était notre format phare depuis le début, qui est vraiment le côté mentorat, accompagnement personnalisé, etc., où on a la stratégie, la méthode de travail et le suivi personnalisé. Où ça, maintenant aujourd'hui, on rentre régulièrement une dizaine d'élèves par mois. Mais on s'est rendu compte aussi que certaines personnes, pour 2 raisons, soit elles n'avaient pas forcément le budget, parce que c'est quand même un budget qui est assez important, mais la valeur derrière, il en x3, x4. Ils disaient, j'ai peut-être pas forcément le budget ou pas tout de suite. J'aimerais avoir quelque chose un petit peu plus light, où je peux être un peu plus en autonomie aussi pour le faire de mon côté. Et aussi des personnes, et c'est normal, qui disent, ok, c'est qui Meraxia, c'est qui ce mec-là, je connais pas, est-ce qu'il y a tellement de coachs qui font ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et je suis entièrement d'accord. Moi, c'est pareil, toute chose que je prends, je me fais former tous les mois, tous les ans par des entreprises business. J'ai ce côté confiance que je dois établir en amont. Donc aussi, en proposant quelque chose qui est un peu moins cher, un peu un produit d'appel, entre guillemets, ça permet à des personnes de se dire, tiens, je teste, je vois vraiment la valeur qu'il y a derrière. Après, même derrière, si j'ai envie, je peux rejoindre l'accompagnement. Donc, comme tu le dis, en fait, c'est toute la partie formation en ligne, vidéo, c'est ce que j'appelle moi la méthode qui permet, avec tous nos outils, nos ressources, notre réseau de partenaires aussi, de pouvoir dire, surtout sur les premiers projets, par exemple des T2, je peux lancer ce premier projet, ce deuxième projet. Et on a même des personnes qui nous ont rejoints parce qu'ils avaient déjà plein de projets, mais ils étaient sous l'eau de la gestion locative, de la gestion des travaux, etc. Et en fait, moi, j'ai des amis qui nous ont rejoints, ils ont 20, 30 biens. J'ai fait, mais pourquoi, tu vois? Il me dit, mais en fait, c'est cool, mais moi, je suis trop dans l'opérationnel, dans mes projets, etc. Et je sais que j'aimerais être un peu comme toi, sortir de l'opérationnel. Et donc, j'ai envie d'apprendre de tes outils, de tes process pour sortir de l'opérationnel. Génial. Et donc du coup, cette fameuse méthode, je sais que tu l'ouvres pas toute l'année. Non. Donc par rapport à ça, il me semble qu'elle va pouvoir justement être ouverte dans peu de temps. Exactement. On a fait une première ouverture en novembre dernier au Black Friday en disant tiens, c'est l'occasion, on va le tester. En fait, dans tout ce que je fais, je me dis je veux pas le faire si je suis pas sûr de la qualité qu'on peut délivrer derrière. Honnêtement, on pourra prendre l'exemple du clé en main, etc. J'ai énormément de demandes dans d'autres types de business, mais si je suis pas sûr de pouvoir délivrer à 300% la qualité, je le fais pas parce que c'est mon image. Et si je lance quelque chose et finalement les gens ils ont pas le résultat attendu parce que j'ai vendu un truc et on peut pas délivrer derrière, je me tire une épine dans le pied, mais dans toutes mes sociétés en fait. Et donc on s'est dit on va tester, on a ouvert en Black Friday, on a 100 personnes qui nous ont rejoints en 3 jours, c'était 3 fois ce qu'on avait pu imaginer et je les en remercie. Aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui ont déjà quasiment investi ou qui nous rejoignent dans l'accompagnement. Et donc là on a décidé de le réouvrir parce que certains nous ont connus récemment, donc on n'a pas pu en profiter. D'autres n'avaient pas forcément le budget à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qu'on va ouvrir je pense tous les 4 mois, 2 fois dans l'année peut-être. Le prix augmente au fur et à mesure parce qu'on est vraiment sur du lancement et donc là on devrait, si la date ne rechange pas à nouveau, on va le réouvrir fin mars, début avril pendant 3 jours à peu près.
Super. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description du podcast et surtout dans la newsletter. Comme ça, voilà, tous les auditeurs qui nous écoutent auront accès à toutes les infos. Exactement. Et du coup, je tenais à te remercier de nous avoir rejoints. Comme vous l'avez vu, je suis pas forcément le plus expert en travaux. Et aujourd'hui, dans l'équipe de coach, on a Alaïs et Adrien, 2 anciens élèves qui ont performé énormément en termes d'investissement depuis 2 ans avec nous. Et quand on a commencé à s'agrandir, Alexia, on a commencé à en discuter ensemble. Et je me dis, ouais, là, il nous manque une petite touche travaux. Et puis, en termes de valeur, on est 100% aligné depuis quasiment 3 ans et demi maintenant qu'on se connaît, avec Max également. Et c'est top, en fait, de pouvoir avoir des personnes, aujourd'hui, on est quasiment 14 dans l'équipe, des personnes qui ont les mêmes valeurs et qui même peuvent apporter. Moi personnellement, j'ai énormément aussi à apprendre d'Alexia sur des détails travaux. Donc souvent on se dit ok, mais juriste, toi tu coaches, il y a d'autres coachs, etc. Oui, mais finalement je préfère m'entourer d'experts sur certains domaines qui ont encore plus d'expertise que moi aussi, et de pouvoir accompagner au maximum les élèves. Bah écoute, moi je suis ravie également d'avoir rejoint, donc voilà, c'est chouette, ça c'est très très cool avec l'entrepreneuriat de pouvoir choisir avec qui on travaille. Exact. Donc franchement, hâte de voir l'évolution de Meraxia sur voilà, ces prochains mois. En tout cas, merci beaucoup Joris, c'était hyper intéressant d'en apprendre plus sur le côté voilà, process, automatisation, délégation, parce que je pense que voilà, c'est toujours un peu le step d'après quand on a commencé à investir, quand on veut vraiment se développer. Ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote travaux, une de tes pires galères à raconter? Anecdote travaux. Tiens, tu me prends de court. Je vais réfléchir en parallèle pour vraiment avoir quelque chose un petit peu percutant. Ça peut être avec des artisans, un imprévu que vous avez découvert à la last minute. Ouais, j'en ai donné 2 qui sont assez courtes. La première, c'est on rénovait 2 studios. On avait acheté 2 studios, les 2 premiers studios. C'était le 3e projet sur Perpignan. On rénove 2 studios et on avait un devis à 8 000 €, etc. On a fini à 12 000. Ah oui. Mais naturellement, juste parce que l'artisan il dit « Ah, mais vous avez oublié la prise pour le micro-ondes, là, vous mettez pas de prise ?» Ah, ben si. Sauf que comme il avait déjà le chantier, il a déjà commencé, la prise, elle nous a coûté 3 fois plus que la prise initiale. Et plein de petites choses comme ça. Et c'est on s'est rendu compte, ok, attends, j'ai pas anticipé, et lui, il est en train de la mettre à l'envers. Alors, on peut se dire, oui, 4 000 €, c'est pas grand chose de plus, mais c'était 50% et ouais, du budget travaux. Donc, c'est là on a pris conscience de dire, ok, la prochaine fois, on anticipe au max. C'était le premier. Et le deuxième, c'était 6 mois après. On a un immeuble, on achète l'immeuble et on va le jour où on récupérait les clés sur place avec les artisans pour démarrer les travaux. Donc un immeuble, il y avait 3 étages et un appartement par étage. Donc au rez-de-chaussée, nickel. On monte, donc c'est vraiment rafraîchir, rénover complètement. Et on monte au premier étage. Et c'est là où il y avait les plafonds de 4 mètres de hauteur ce plafond. Et je vois que c'est un peu gondolé. Ouais, bizarre et tout. Et là, on monte au dernier étage et tout le plafond sur le sol. Tout le placo-plâtre sur le sol et tout explosé. Et là, je me dis, il y a eu un squat. Parce qu'on avait au-dessus, on avait un toit-terrasse. On est dans un quartier un peu populaire de Perpignan. Donc les gens passent par les toits-terrasses. On avait une entrée, etc. Ah oui. Et là, je me suis dit, wow, c'est quoi? C'était un peu en mode stress. Wow, dans quoi on s'engage là? On squatte, le plafond. Je me suis dit, les mecs sont venus, ils ont fait la fête dans l'immeuble, tu vois, ils sont passés à travers le plafond, je sais pas, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on monte au toit-terrasse et là, on comprend, en fait, c'est que l'artisan dit, ah, mais oui, mais ça fait 1 semaine qu'on a des fortes pluies, énormément de tempêtes, etc. Et ça avait fait bouger un peu certaines choses sur le toit-terrasse. Et l'eau s'était infiltrée, avait fait sauter tout le faux plafond et était commencé à descendre sur le faux plafond d'en dessous. Et finalement, avec les connaissances et la prise de recul, mais ça nous a fait des plafonds tout beaux grâce à l'assurance. Et merci l'assurance. Donc c'est des choses comme ça où tu dis, mince, j'y rencontre un problème. Ok, ça s'est passé. Il faut pas essayer de dire mince comment j'aurais pu l'éviter, etc. C'est-à-dire
comment je vais faire en sorte que ça me coûte pas le plus cher possible et de le régler rapidement. Et en fait, du coup, c'était tempête, donc catastrophe naturelle entre guillemets considérée par les assurances. L'eau infiltration par les faux plafonds. De toute façon, on avait prévu les renduire, les repeindre, donc au moins on les avait à neuf. Et on s'est même rendu compte qu'on avait encore 50 cm de hauteur sous plafond encore au-dessus. Ah oui. Ouais, c'était très 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 grand bâtiment. Et donc donc c'est des trucs où tu rentres et tu dis waouh, où est-ce que je me suis embarqué? Et finalement, c'était plus de peur que de mal. Ouais, c'est ça. Et puis au final, du coup, j'imagine que ça vous a permis aussi de refaire peut-être l'étanchéité du toit terrasse, qui est souvent une problématique. Et ce qui est bien exactement, c'est qu'on s'en est rendu compte là. C'est pas l'assurance qui l'a pris, ça venait de nous. Mais du coup, on s'en est rendu compte là, plutôt qu'à la fin où les artisans, ils avaient tout terminé et tu fais tout sauter. C'est clair. C'est vrai que c'est souvent aussi, moi, ce que je me dis, quand on avance, plus on fait de projets, plus on fait de travaux, plus finalement on cumule en expérience et on apprend aussi à prendre du recul quand on découvre justement des imprévus et des problématiques. Et ce qui est top, c'est de pouvoir transformer ces problématiques en opportunités, de se dire, c'est bien mieux de le découvrir maintenant que quand il y a déjà des locataires en place, que les travaux sont finalisés, les finitions sont finies, etc. Faut toujours prendre le positif, moi je trouve, de n'importe quelle situation. Et par rapport à ta première anecdote, je pense qu'effectivement, c'est hyper important de détailler, comme on le disait depuis le début, de toute façon, détailler tout ce qu'on veut, que tout soit sur papier et essayer de penser au maximum de choses. Parce que les artisans, quand ils ont la tête dans le guidon, effectivement, ils vont se rendre compte de certains éléments à un moment donné, mais ils vont pas forcément penser à dire ça, vous pourriez penser à faire ci, ça. C'est pas forcément leur rôle. Ils ont plus un rôle exécutant. Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, ces choses-là, quand tu avances tout seul, tu l'apprends au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre, tu vois, de toi par le podcast, de par les réseaux, de partout, finalement, que ce soit gratuit ou payant. C'est vraiment se dire, moi, j'ai toujours ce côté-là, me dire, j'ai eu ce problème-là, j'ai fait cette erreur-là. Si je peux la diffuser à un maximum de personnes pour que derrière, elles en prennent conscience et puissent l'implémenter chez elles. Ouais. Tout à fait. Dernière question pour finir l'épisode. Qui tu voudrais voir sur le podcast Story Travaux au micro? Alors, il y a plein de personnes. Qui c'est qu'on pourrait avoir? Ça peut être un nom, ça peut être... Alors, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un côté artisan aussi. Tu vois, dans le sens là, c'est pas forcément évident parce qu'ils sont pas forcément habitués à l'exercice. Mais je pense que ça peut être intéressant. Nous, on le fait des fois quand on fait des week-ends immersion. On invite des fois des agents immobiliers qui nous parlent, eux, de leur vision de comment ils voient les investisseurs. Et donc, ça pourrait être intéressant d'avoir cet aspect-là en disant, tu vois, nous, on a notre idée de comment on fonctionne, etc. Et de se mettre à la place, finalement, de la personne avec qui on travaille ou on va travailler. Parce que c'est là où tu as le meilleur matching derrière quand les deux sont alignés. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui soit vraiment dans les travaux. Pas forcément archi d'intérieur, maître d'œuvre, tu vois, mais vraiment plutôt côté quelqu'un qui est dans l'opérationnel, qui a peut-être une petite entreprise tout corps d'état, tu vois, mais qui reste dans l'opérationnel et qui puisse, lui, donner des conseils techniques, parce que là, je pense qu'il y aurait pas mieux, mais aussi de comment il travaillerait au mieux, quel serait son idéal de l'investisseur immobilier avec qui il pourrait travailler. Ok, ça marche. Intéressant. C'est vrai que je me suis déjà fait la réflexion. Et si je trouve en plus un artisan femme, ça pourrait être très chouette aussi. Ouais. Je le note dans un coin de la tête et si j'en ai un en tête, je te donnerai aussi. Ok, super. Merci beaucoup Joris en tout cas. Merci Alexia. Merci pour ton intervention. Et puis maintenant, il est l'heure d'aller bruncher. Yes, avec toute l'équipe. C'est ça. À bientôt. À bientôt.